L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, c'est votre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le tout dernier lundi du mois d'avril. Nous serons en Afrique du Sud, en Bulgarie, l'Arabie Saoudite ne sera pas en reste, la Chine et Haïti, voilà les pays que nous allons décrypter ce jour. Pour ça, je reçois pour vous Oulda Mama, elle est experte en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Ça va? Ça va très bien, merci. Également avec nous, Laurent Delors Faton, il est spécialiste en communication politique. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers internautes. L'Afrique du Sud, c'est la toute première escale de cet après-midi. Une impression de contraste constatée lors de la célébration de la journée de la liberté. La journée de la liberté a été célébrée il y a quelques jours, 30 ans après le rêve, semble continuer du côté de la nation arc-en-ciel. Oui, Tatiana, alors effectivement, il fallait marquer cet événement. Néanmoins, alors il s'inscrit dans un contexte électoral de façon assez paradoxale. Le hasard fait bien les choses. Donc c'est plus que l'occasion de faire un bilan, puisque le 9 mai prochain, le corps électoral sera appelé à des élections générales. Et pour la première fois, eh bien, l'ANC pourrait ne pas s'en sortir avec une majorité au Parlement et pourrait être obligé de composer une alliance, une coalition avec un autre parti. Donc rien que ça nous permet de faire un certain bilan de ces 30 années de gouvernance. Le narratif de la notion de la nation arc-en-ciel a quelque peu souffert parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle génération qui reproche justement à ces aînés qui ont négocié l'après-apartheid avec le clan donc des Blancs au pouvoir, d'avoir finalement délaissé le pouvoir économique pour embrasser le pouvoir politique, mais qui était davantage pour certains critiqué comme étant un symbole finalement de souveraineté. Donc on a plusieurs écueils. Aujourd'hui, c'est vrai que donc cette jeunesse reproche quelque part aux anciens d'avoir d'avoir mal négocié, d'avoir vendu leur souveraineté. Et puis vous avez un bilan difficile pour l'ANC également, qui est talonné par le nouveau parti également de Jacob Zuma, qui n'en a pas fini avec la vie politique et il ne veut pas être enterré vivant, hein. Absolument pas. Et puis il remporte plusieurs victoires judiciaires, puisque malgré tous les procès que lui colle l'ANC, eh bien, son parti sera bel et bien représenté aux élections du 9 mai prochain. Alors, je me retourne vers vous, Laurent Delors Faton, vous qui êtes un spécialiste en communication politique. Durant ces 30 années de pouvoir, l'ANC a quand même résisté contre vents et marées. Alors, dites-moi un peu, c'est quoi le secret de l'ANC? Est-ce que l'ANC a résisté? Je ne pense pas que l'ANC ait résisté. Ce qui s'est passé... S'il n'avait pas résisté 30 ans après, il ne serait plus au pouvoir. Non, c'est l'euphorie d'un instant. Il y avait cette euphorie qui a marqué l'Afrique du Sud à la sortie de Mandela de la prison, où il incarnait une vision qui a été défendue durant plus de 40 ans et qui a fini par se réaliser. Mais le mal dont souffre l'Afrique du Sud est que le rêve n'est pas renouvelé. Quand Mandela est parti, il n'y a pas eu des acteurs qui ont renouvelé le rêve au sein de la jeunesse montante. Vous allez voir que ce sont les anciens qui ont fait avec Mandela qui sont restés dans le système. Le système n'a pas pu se renouveler autrement. Ils n'ont pas trouvé le mécanisme qu'il faut
pour réinventer le nouveau rêve. Parce que le rêve, c'était libérer l'Afrique du Sud de la domination blanche. On a réussi à le faire. Mais il faut maintenant renouveler le rêve à travers les nouveaux défis qui s'imposent et trouver des nouveaux jeunes qui l'incarnent. Vous avez vu, Julius Malema étaient ceux qui devraient porter ce rêve à renouveler. Mais on n'a pas trouvé le mécanisme pour le mettre au cœur de l'ANC. Si on avait eu un jeune comme Julius Malema au sein de l'ANC, il était porteur d'un nouvel espoir. Il était quand même le leader des jeunes, c'est pas petit dans un parti comme l'ANC. Quand tu es un leader des jeunes, c'est-à-dire que tu discutes quand même avec les grands, tu es assis à la table des grands, tu manges à la table des grands. Il a tout fait avec eux, mais à un moment donné, les négociations n'ont pas permis à ce qu'il puisse être au cœur et qu'on puisse lui faire porter le nouveau rêve de l'Afrique du Sud à travers l'ANC. Ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, le problème dont souffle l'ANC, c'est que l'espoir qui est né n'a pas pu continuer. Et progressivement, ça s'essouffle. Vous allez voir, le bicéphalisme qu'on a aujourd'hui avec Jacob Zuma qui est de l'autre côté n'est que destructeur pour le système de l'ANC. Okay. Et dans ce cas, c'est dangereux pour toute l'Afrique du Sud. Parce qu'ils risquent de plonger, de se retrouver progressivement minoritaires, même dans leur pays. Parce qu'ils se fragilisent progressivement et d'autres acteurs qui n'étaient pas les bienvenus pourront faire des négociations plus tard. Parce que quand on est en politique, à des moments donnés, vous savez, il y a les autres lobbies. Parce que l'Afrique du Sud, c'est le pays arc-en-ciel où il y a plusieurs groupes ethniques et consorts et même raciales. Les autres groupes aussi vont s'infiltrer et chercher les moyens qu'il faut pour pouvoir prendre contrôle du pays. Et c'est là où on est en train d'aller progressivement si on y prend garde. Parce que les minorités qui se constituent, qui vont devenir des forces, seront financées et seront manipulées par d'autres forces économiques qu'on ne maîtrise pas souvent. Et que le défi que l'Afrique a aujourd'hui, c'est comment faire pour que ce rêve qui a été un espoir, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour tout un continent, ne meurt pas en 30 ans. 30 ans dans la vie d'une nation, c'est très peu. C'est très peu dans la vie d'une nation, 30 ans. Parce que le Bénin a déjà fait plus de 30 ans de notre démocratie qui a vacillé à un moment donné, mais qui a retrouvé quand même, qui essaie quand même de se sauver. S'il y a en 30 ans, le rêve ne continue pas, ce sera dommage pour ce pays qui est resté quand même un pays qui a cristallisé l'attention de tout le monde entier. Et c'est aussi le legs de Mandela qui a un coût. Parce que Mandela a souffert, mais pas le seul. Des gens sont morts. Beaucoup d'Africains sont morts pour cette cause. Et comme le disait tout à l'heure, vis-à-vis, c'est pas seulement pour prendre le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique. Et à ce niveau, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la formule qu'il faut. Il faut toute la formule pour que cette politique qui se mène puisse renverser non seulement le pouvoir politique, mais le pouvoir économique. Et c'est là le défi. Alors, je me retourne un peu vers vous. Alors, comment comprendre un peu la déconnexion qu'on a observée lors de la célébration de cette journée qui a eu lieu quelques jours. Et on sait également qu'autrefois, l'ANC était un parti du peuple. Et lors de cette célébration, on a quand même constaté que l'ANC n'est plus véritablement un parti de peuple, un parti de mec, c'était devenu un parti d'élite. Vraiment, oui, absolument. Parce que, en réalité, lorsque l'ANC a été portée au pouvoir, l'offre politique, c'était celle de la libération et de la souveraineté populaire. Ouais. Le problème, c'est qu'en 30 ans de gouvernance, l'offre politique n'a pas été renouvelée. Et donc, il y a également... l'ANC a bénéficié pendant ces 30 années, et c'est assez long, d'une espèce de rente historique et de rente militante. Donc c'est cette rente-là qui les a portés encore 30 ans, mais en réalité, la plateforme politique n'a pas été renouvelée. Ce qui fait que vous avez une élite qui estime que parce qu'elle a tout donné au pays, le pays lui doit tout en retour, et il n'y a pas de compte à rendre sur l'usage que l'on fait des deniers publics. Donc, d'où les scandales à répétition qui ont été pendant longtemps pardonnés par l'opinion publique sud-africaine jusqu'à ce qu'elle vomisse Jacob Zuma d'elle-même, mais il y a eu quand même un temps long. Donc ça veut dire que le narratif selon lequel vous nous devez votre liberté, parce que nous avons souffert, nous vous avons servi de bouclier, nous avons mis nos vies en avant, nos militants sont morts, etc., etc. C'est quelque chose qui avait été comme ça posé comme un front pour pouvoir justifier une certaine impunité en réalité. Et ce narratif n'a pas été, en tout cas cette plateforme politique n'a pas été renouvelée, et c'est ce que reproche aujourd'hui une certaine jeunesse qui... Son problème aujourd'hui n'est plus celui de la liberté, parce que la liberté est déjà là. Donc elle, ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est l'émancipation économique et sociale. Et ça, malheureusement,
l'ANC n'est plus crédible dans la réponse à cette revendication de la base de la société, d'autant plus qu'encore une fois, ils se sont largement nourris sur le dos des populations. Et puis l'ANC a produit beaucoup de notables qui ont bénéficié des marchés publics, des nouveaux riches. Et quelque part, le monopole que l'ANC a connu pendant ces 30 années a desservi à l'Afrique du Sud en réalité. Parce que ça crée cette absence de compétition politique, a créé une sorte de paresse de la part des caciques de l'ANC qui n'ont pas renouvelé encore une fois leur plateforme et leur offre politique, se sont pas montrés compétitifs. Donc en réalité, on peut quelque part être nostalgique et puis regretter que ce beau parti qui a été absolument central pour porter des aspirations de liberté, de souveraineté, de dignité, pas seulement, encore une fois, je rejoins Laurent Faton, pour l'Afrique du Sud, mais également pour tous le peuple noir, le continent africain, les peuples noirs diasporiques et tous les oppressés du monde. Mais encore une fois, aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël, donc l'Afrique du Sud a vraiment quelque chose, une flamme spéciale sur le globe à porter. Néanmoins, c'est triste, mais aujourd'hui, c'est cette compétition politique qui sera bénéfique parce que ça va challenger l'ANC pour qu'elle renouvelle réellement sa plateforme et répondre encore une fois aux aspirations du peuple. Donc en réalité, c'est une bonne chose. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Jacob Zuma et de Julius Malema. Ils sont partis, mais ça n'a quand même pas freiné les ardeurs du parti au niveau de l'Afrique du Sud. L'ANC est quand même restée égale à elle-même et comme l'a dit Ouda tout à l'heure, le parti n'a pas renouvelé son offre politique. Tout porte à croire que ils sont partis, mais c'est comme si c'était un grain de sable dans la mer. Vous savez, Ouda a dit aux prochaines élections, c'est pas évident qu'ils puissent avoir la majorité au Parlement. Ça veut dire qu'il y a une fissure grande qui se fait. Les débats qui se font avec des militants. Oui, mais même quand Julius est parti, quand Zuma est parti, on l'a dit, mais on a vu quand même qu'au niveau du Parlement, ils ont quand même maintenu cette majorité. Et c'est pour ça que les élections prochaines sont un baromètre majeur qui permettront de savoir ce qu'il y en est réellement. Si le parti tient toujours debout ou pas, on saura. Vous savez, le grand problème qu'il y a eu au niveau de l'ANC, c'est la guerre de leadership. Thabo Mbeki, Zuma et Cyril Ramaphosa. Les trois ont détruit l'ANC. Pas leur égo surdimensionné. Il n'y a pas eu un autre leader charismatique comme Mandela. Et là, moi, je me suis dit, il y a quelques années, que Mandela, quelque part, a péché. Comment? Il n'a pas su préparer sa relève. Ou bien, il s'est laissé conduire par les événements et il n'a pas trouvé les formules qu'il faut pour que son héritage reste. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'héritage de Mandela qui est saccagé. Par ces trois dirigeants. Oui, mais aujourd'hui, cet héritage est réclamé à la fois par Zuma, par Ramaphosa et par Thabo Mbeki. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il a négligé la préservation des acquis. Il pouvait lui-même trouver, parce qu'il les connaît tous, il pouvait trouver la formule qu'il faut à l'intérieur. Et justement, son chouchou, c'était Cyril Ramaphosa. C'est ça le problème. Mais l'ANC lui a imposé. C'est pour ça que je dis que... Parce que Jacob Zuma, c'est celui qui était plus proche du peuple que Ramaphosa. Non, ce que je dis, vous savez, quand on est en politique, on fait feu de tout bois. Il avait tous les moyens, parce que Mandela voulait être trop pacifique. Enfin, c'est son problème, quoi. Il a acquis cette notoriété de prix Nobel de la paix et consort, et qu'il a oublié qu'en dehors de sa personne, il fallait préserver les acquis de l'ANC. Et il s'est laissé conduire, il a laissé tout le pouvoir aux instances de l'ANC, alors qu'avec sa carrure, il pouvait infléchir les positions. Mais à un moment donné, il a laissé oui, mais est-ce que c'est pas ça l'idéal? Est-ce que c'est pas ça qu'on reproche, par exemple, aux dirigeants africains, où au niveau des partis, on n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des textes qui sont forts. Ah non, moi je n'ai jamais... Si le texte se passe au niveau de l'ANC, je peux me tromper. Hein. Je n'ai jamais partagé cette vision qui dit qu'on n'a pas besoin d'hommes forts, de partis forts. En fait, c'est surtout des considérations. Oui, mais au niveau de l'ANC. D'école. Au niveau de l'ANC, oui. Là où Mandela a atteint, il a atteint une cristallisation élevée. C'est comme s'il est devenu un homme illuminé. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il avait son mot à dire. Donc la seule parole de Mandela faudra un peu nuancer ça. Oui, vas-y. Oui, il faudra un peu nuancer parce qu'il a été assez combattu à l'intérieur de l'ANC. Je n'ai pas refusé. Dès lors qu'il est arrivé et qu'il a voulu justement, il a propagé ce narratif de la nation arc-en-ciel, la réconciliation entre blanc et noir, etc., etc. Et puis, comme il n'est pas de l'ethnie zoulou, il a été énormément combattu également parce qu'il est d'une ethnie encore minoritaire en Afrique du Sud au sein des Noirs. Donc il ne faisait pas totalement l'unanimité. Et il faut dire aussi c'est un homme fatigué, un homme malade, et qui avait la culture
du consensus. Et là où je rejoins Tatiana, c'est que en tout cas Laurent Faton plutôt, c'est que il y a cette dualité dans la gouvernance. C'est vrai qu'il y a la nécessité de fonctionner avec des textes, avec des institutions, avec des règles, mais également il y a le besoin, et ça s'est montré à des moments clés d'histoire, à des moments charnières, d'avoir un certain leadership. Il faut à un moment donné qu'il y ait des gens assez éclairés et qui aient confiance en leur capacité à voir l'avenir, à saisir les enjeux futurs pour imposer un certain nombre de choses. On a vu dans l'histoire, et dans l'histoire de beaucoup de nations, il a fallu, à un moment donné, pas des despotes éclairés, mais presque quasiment. Oui, mais ma préoccupation aujourd'hui, c'est de savoir. Rawlings, par exemple. Oui, ma préoccupation aujourd'hui, et Laurent Delors-Faton, c'est de savoir, à chaque fois, on a reproché en Afrique que dans les partis politiques, nous avons des hommes forts. Une fois que dans un parti politique, c'est les textes qui sont forts, pourquoi est-ce que ça pose de problème au niveau de l'ANC? Ça ne devrait pas poser de problème parce qu'on a besoin des textes forts et non des hommes forts. Vous savez, il ne faut pas confondre les questions des nations avec les questions d'école. Les écoles sont trop faciles. Mais quand on rentre dans la réalité, c'est autre chose carrément. Et la réalité nous impose d'autres lois. On aura beau dire les tests, mais tout le monde sait que les tests ne valent que les hommes qui les appliquent. Quand les tests sont là et qu'on doit les appliquer, qu'on voit que ça nous conduit vers le gouffre. Parce que le problème de l'ANC, c'est les deux. Hein. C'est Jacob Zuma et Thabo Mbeki. C'est les deux qui ont créé tout le plan que l'ANC a aujourd'hui. Et il aurait fallu peut-être trouver un mécanisme pour les écarter. Je suis sûr que Mandela les connaissait bien. Il connaissait bien ces deux acteurs. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas porté son choix sur eux. Mais on a appliqué les tests. Je ne suis pas contre les tests, mais à des moments donnés, pour des questions de nécessité, de force majeure, on fait autrement. Voilà, après l'Afrique du Sud, nous nous rendons du côté du vieux continent. Là, nous sommes en Bulgarie. L'instabilité s'installe dans le pays suite à une nouvelle crise politique. Après l'implosion de la majorité du gouvernement, Sofia se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle crise. Vous avez la parole, vous la gardez. Non, vous savez, c'est quand même... Moi, je regarde ça de mon regard d'Africain, de Béninois, et je dis, enfin... Nous ne sommes pas les seuls malheureux de la terre et que la politique, ce n'est pas seulement nous qui la faisons mal. Il y a des apprentis africains ailleurs. Ce sont des apprentis qu'on demande d'avoir en Bulgarie parce que c'est la corruption, c'est le népotisme, c'est tout ce qu'on reproche. Monsieur Faton, vous êtes sérieux là? Non, très sérieux d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas quand même les damnés de la terre, comme l'autre l'a dit, il y a des damnés ailleurs. Et ce qui se vit en Bulgarie, c'est vraiment un pays où il faut que l'Union européenne porte son regard vers là-bas que de porter son regard vers l'Afrique. Ils ont mieux à faire là-bas pour aller instaurer les règles de la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence là-bas, que de se préoccuper de nous. C'est à côté d'eux là-bas. Et je pense que c'est une école qu'il faut que nous-mêmes là, on regarde pour voir, on n'est pas aussi malheureux que ça. Mais cela dit, nous sommes quand même dans un système politique hein, et que ce qui se passe politiquement interpelle. Comment ne parvient-on pas à maintenir un gouvernement en place? Et qu'en l'espace de 2 ans, 6 gouvernements, on change, on reprend, ça veut dire qu'il y a un désamour au sein de la population et il y a un manque de leadership au sein de la nation de la Bulgarie. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des leaders qui puissent indiquer la loi ou bien qui puissent incarner des valeurs. C'est des questions de valeurs qui se posent. Et mon plus grand souhait est que, comme c'est un peuple comme tout autre pays, que de nouveaux leaders naissent pour faire renaître un nouvel espoir et qu'ils puissent trouver un gouvernement qui leur permette de construire leur développement. Mais avec ce qu'ils ont, c'est un total recommencement et on ne sait pas quand ça va finir parce que ce qu'on voit ne montre pas un avenir radieux. Rien ne dit que le prochain gouvernement qui sera installé pourra quand même faire mieux ou bien les élections prochaines pour permettre d'avoir de nouveaux leaders parce que c'est les mêmes acteurs qui sont là et qui tournent en rond depuis 2 ans. Alors à l'horizon, hein, nous avons des élections européennes dans quelques semaines. Nous aurons également des législatives au même moment. À chaque fois, c'est des élections anticipées dans ce pays. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, les Bulgares regrettent un peu le fait d'être sortis du communisme? Alors, je ne suis pas spécialiste de la Bulgarie, mais de toute façon, il y a, je pense que tous les peuples ont des phases de leur histoire qui sont assez tumultueuses. Et il faut leur laisser le droit de se chercher en réalité. C'est facile, je pense qu'en tant qu'Africain, on peut le dire, on le revendique souvent. Je pense que l'histoire, il ne faut pas voir l'histoire comme un processus seulement linéaire,
progressif. L'histoire, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, c'est 5 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc c'est un processus d'évolution et d'involution constante. Que ce soit, et ça, c'est quelque chose qui est confirmé par les trajectoires des grandes démocraties aujourd'hui, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté de la France, par exemple, qui a connu les coups d'État que l'on connaît, l'instabilité politique que l'on connaît au cours de la 4e République, qui a dû amener la 5e République avec le général de Gaulle. Donc il faut concéder au pays sans pour autant jeter un opprobre comme ça sur eux, sur les systèmes politiques quand même, le temps de se trouver, le temps de trouver leur équilibre. Et encore une fois, c'est un appel qui est absolument applicable à ce qui se passe ici en Afrique. Et encore une fois, que l'équilibre qui ressort de cette instabilité, parce que le chaos crée un ordre, il y a un ordre qui naît du chaos, il faut que cela reflète encore une fois des réalités endogènes, quoique, étant donné que ce sont des pays qui ont largement bénéficié des subsides de l'Union européenne, et on connaît la capacité de l'Europe à réguler encore une fois les espaces politiques dans l'espace, parce que oui, surtout, on a vu ce qui s'est passé en Italie, comment Bruxelles a discipliné Giorgia Meloni. Elle avait un programme anti-Europe, quasiment en tout cas pour clairement anti-establishment, anti-Europe, mais dès lors qu'elle a arrivée, eh bien, elle est rentrée dans les rangs et elle est maintenant présentée comme... C'est comme pour dire que quand on n'est pas à l'œuvre, on a la grosse gueule, mais quand on se retrouve, le discours change. Hein. Absolument. Donc, c'est pour dire que l'Union européenne a vraiment la capacité, encore une fois, de réguler, de discipliner un certain nombre d'acteurs. Ça s'est vu en Espagne, ça s'est vu en Grèce, ça s'est vu à de nombreuses reprises en Italie. Donc, je pense que à terme, étant donné que, encore une fois, ils bénéficient des subsides de l'Union européenne, je pense que c'est quelque chose qui va être régulé. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de ramener un peu Hulda sur ce pan. On sait que la Bulgarie était quand même l'un des fleurons de l'ex-URSS. Après la chute du mur de Berlin, nous avons vu tout ce que ça a donné. La Bulgarie a fini par faire son entrée au niveau de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est un pays qui a connu des gouvernements pro-occidentaux. Mais alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça ne dure pas? Pourquoi est-ce que de ce côté-là, ça fléchit et on a en arrière des nationalistes qui essaient de revenir à la charge, et à chaque fois, on essaie de se rappeler de l'ancienne mère patrie? Vous savez, c'est peut-être on avance à pas forcer. Peut-être qu'il y a les résidus du communisme qui sont encore là et qui veulent refaire surface. Peut-être qu'il faudra qu'on analyse la situation avec beaucoup plus de calme pour voir qu'est-ce qui est réellement à la base. Et ce n'est pas des relents communistes qui ressurgissent et qui empêchent que le pays se gouverne autrement. Parce que la marche vers l'Europe est amorcée. Mais on sent que les gens ont des comportements qui sont des comportements quand même de notre âge. Et on se demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire que moi, ma seule préoccupation, savoir qu'est-ce qui est réellement à la base. Et ce n'est pas un refus délibéré de se retrouver à plein dans l'Union européenne qui fait que niveau ils bénéficient déjà de tout ce que l'Union européenne peut les apporter. Je dis, est-ce que sur notre plan, il n'y a pas au niveau interne, au niveau des considérations endogènes? Est-ce qu'ils sont prêts à faire le rétropédalage aujourd'hui? Prêts à l'Europe ou bien on les a forcés aujourd'hui? Est-ce qu'on les a forcés à aller? Ils ont voté l'adhésion. Non. Vous savez, parce qu'il y a des minorités qui ne s'expriment pas toujours et qui écoutent la majorité. Et quand la majorité fait, tout le monde suit. Ce sont les théories de la spirale du silence. Et comme il y a un vent qui veut mener tout le monde vers l'Occident, on a accepté. Mais on a en soi les relents de notre âge. Parce que ce qu'ils font, de la corruption et tout ce qu'ils font, c'est des relents de notre âge qui ne sont pas tolérés dans l'espace européen. Mais on sent que les dirigeants ont de ces comportements que l'Union européenne ne tolère pas. Il me dit, il ne faut pas s'interroger sur savoir est-ce qu'ils vraiment ils sont prêts sur tous les plans, sur le plan politique, d'accord. Mais social et psychologique, sont-ils prêts vraiment à être dans l'Union européenne, ou bien ils auraient voulu qu'on leur laisse le libre choix de faire autrement? Parce que c'est la question qu'on se pose aussi en Afrique. Est-ce que l'Afrique veut être vraiment dans la dynamique lancée par l'Occident, ou bien elle a sa propre dynamique à développer? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on fait un gouvernement, on remet en cause, on fait un gouvernement, ça veut dire que ce qui ne va pas quelque part. Et ce qui ne va pas quelque part, je pense qu'il faut s'interroger pour aller plus en profondeur, chercher les causes, pour pouvoir corriger une fois pour de bon. Alors, nous rendons du côté du Moyen-Orient, où Gaza est au cœur des discussions du sommet économique de Riyad. Un ballet diplomatique se déroule depuis le week-end écoulé du côté de l'Arabie Saoudite.
Oui, effectivement, au cœur du sommet de Riyad. Écoutez, il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans une année électorale aux États-Unis, ce qui pèse lourd dans le dossier du Moyen-Orient. C'est vrai que les Américains sont habitués à voter sur des questions économiques, de politique interne, mais de façon exceptionnelle, il se pourrait que la politique étrangère américaine, et en particulier effectivement les événements au Moyen-Orient, jouent un rôle prédominant dans le choix des électeurs en novembre prochain, parce qu'on a vu là les mouvements, alors dès le départ, en tout cas la riposte israélienne aux attaques du 7 octobre, nous avons vu des campus qui sont en ébullition, mais là il y a encore le campus de Columbia qui a fait beaucoup parler de lui, il y a un certain nombre de campus, d'autres campus aux États-Unis, en France également, vous avez eu Sciences Po Paris également qui a bloqué en tout cas l'établissement pendant un certain nombre de jours et qui a obtenu raison de la part en tout cas de l'administration. Donc vous avez une pression de la part des opinions publiques qui sont portées sur les dirigeants et les échéances électorales qui les obligent en réalité à considérer davantage le dossier de Gaza, mais il reste quand même une vaste hypocrisie qui demeure parce qu'il y a à peine quelques semaines, le Congrès américain, en particulier la Chambre des représentants, a voté une aide, et bien encore une fois, à l'Ukraine, certes, mais également à Israël. Oui, et puis le président Joe Biden, absolument, le président Joe Biden a voté encore un certain nombre de ventes d'armes à Israël. Et en même temps, en votant les ventes d'armes à Israël, a également voté une partie budgétaire également pour financer l'aide humanitaire à Gaza. Donc vous voyez un peu la schizophrénie qui s'opère. Et c'est une schizophrénie aujourd'hui que la jeunesse américaine conscientisée ne pardonne pas à Joe Biden, parce que 34 000 morts en 6 mois de guerre, personne ne peut comprendre que ça se justifie. La jeunesse ne peut pas comprendre que ça se justifie. Et c'est quelque chose d'autant plus dans la perspective d'un duel serré avec Donald Trump en novembre, parce que tantôt un sondage met Biden en avant, tantôt c'est Trump qui est en avant. Donc ce sera extrêmement serré. Ouais. Donc les voix des minorités, les petites voix comptent énormément, et d'autant plus les voix de la jeunesse qui sont quand même le socle électoral du Parti démocrate. Donc ça craint quelque part pour Joe Biden s'il ne montre pas davantage qu'il est du côté, en tout cas qu'il est du côté des Palestiniens, du côté des civils, parce que encore une fois c'est la majorité des victimes. Donc cette politique de désavouer Benyamin Netanyahou, en tout cas officiellement face caméra, et de l'autre côté de continuer à financer, ça lui dessert sur les deux côtés. Ça le dessert du côté de Benyamin Netanyahou, puisque on dit que les États-Unis finalement c'est plus trop nos alliés, etc., parce que la droite dure américaine reproche à Joe Biden d'être mou, etc., de concourir à la déstabilisation en tout cas du gouvernement actuel, de la coalition actuelle, de toute façon qui va imploser à Israël. Et de l'autre côté, ça le dessert du côté des soutiens, non aux Palestiniens, mais avant tout un soutien humaniste, simplement à la cause en tout cas d'une communauté qui périt sous des balles principalement américaines, parce que de part et d'autre, on dit hypocrisie. D'accord. Alors aujourd'hui, Laurent Delorme-Faton, le spécialiste en communication politique que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui dans cette guerre Hamas-Israël qui a commencé depuis le 7 octobre 2023? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? C'est la libération des otages ou alors le cessez-le-feu voulu par tous? Rien n'est important que la paix. Et oui, mais cette paix passe par quelque chose quand même. Non, c'est que tant qu'on ne va pas trouver une solution pour que les deux pays arrêtent cette guerre qui dure, on ne pourra pas. Et les accords de paix, on les connaît. Et personne n'a jamais voulu que ces accords de paix soient signés. C'est parce que les États-Unis, et je dirais l'Occident de manière générale, soutient toujours Israël d'une manière ou d'une autre. Et que toute la question est là. Comment faire raisonner les Occidentaux et les États-Unis à eux comprendre que les Palestiniens sont des humains autant que les Israéliens? Oui, est-ce que c'est seulement l'Occident? Alors, non. Dans ce méli-mélo, les pays arabes sont quasiment muets, on ne les entend pratiquement pas. C'est bien beau de vouloir jeter la pierre aux Occidentaux, mais les pays arabes même disent quoi? Vous savez, les pays arabes, qu'on le veuille ou pas, soutiendront les peuples arabes et la Palestine. Officieusement. Officiellement la population, mais pas les élites. Oui, soutiendront la population, mais pas les élites. Mais le problème qui se pose, c'est un enjeu hautement économique et politique qui se joue au Moyen-Orient. C'est que
tout ce qui se joue, c'est des enjeux économiques et politiques qui se jouent. Et tant qu'on ne va pas aller au cœur de ces enjeux, on fera de ce saupoudrage. Que ce soit Trump ou que ce soit Biden, ils savent que les intérêts américains sont très très importants en Israël et qu'on ne peut pas jouer. Autant en Israël que sur le sol américain. C'est que l'autre est aujourd'hui dans une position où les candidats veulent prendre le pouvoir. Quand il était là, est-ce qu'on a fait cesser la guerre? Non. Parce que les enjeux économiques entre l'Israël et les États-Unis sont énormes. Et tant qu'on ne peut pas mettre de côté les enjeux économiques pour voir les enjeux humanitaires, parce que c'est le vrai problème. Qu'est-ce qu'on pèse? Est-ce que les hommes ou bien c'est l'économie? Aujourd'hui, tout le monde priorise l'économie. Ce que vous voyez à Riyad et consorts, c'est du saupoudrage. Donc les otages, le cessez-le-feu, tout ça, c'est... Personne ne calcule ces otages. Dans les médias, on fait ce qu'on peut faire dans les médias pour crier, pour dénoncer, consorts. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est comment ces puissances arrivent à maintenir le cap économique. Parce que les États-Unis, pour rien au monde, on peut sacrifier tous les Palestiniens. Si les États-Unis doivent avoir leur intérêt, leur puissance reste toujours puissante du monde entier, il n'y a aucun problème. On continue. Mais vous allez crier un peu. Et quand les gens crient, c'est normal. Quand les gens crient, on ravit les positions un peu et on avance. La preuve, ce n'est pas seulement Israël. En Afrique, on a tout tué les Africains tout le temps. Mais les gens criaient. Qu'est-ce que ça a donné? Parce que tant que les gens ont leur pouvoir économique en jeu, ils n'écoutent personne. Et je pense que ce qu'il y a à faire, c'est de faire entendre raison aux Américains, qu'il faut un jour comprendre que la terre ne sera pas seulement pour les... Ce territoire n'est pas pour les Israéliens, c'est pour tous les peuples et qu'on puisse trouver le moyen pour que les deux peuples puissent avoir le territoire et puis qu'ils puissent vivre en paix. Mais c'est possible. C'est possible quand les acteurs politiques et économiques s'impliquent. Personne ne veut perdre les enjeux économiques qu'il y a dans la zone. Parce que ce n'est pas seulement Israël, c'est toute la région. On connaît que c'est depuis, c'est pas de ça date, c'est depuis tout le temps. Tout le temps, ça fait des siècles que cette zone est restée un enjeu hautement économique. Vous connaissez tout ce qu'il y a eu là comme commerce et partout. Mésopotamie. Tout ce que la zone là représente est toujours un enjeu économique. Et tout se joue toujours là. Et toutes les guerres vont continuer tant qu'on ne va pas clarifier les enjeux économiques. Il faut que les puissances s'entendent pour clarifier qu'est-ce que chacun gagne et qu'est-ce qu'on préserve ensemble pour pouvoir avancer. Alors, lorsqu'on écoute un peu les uns les autres, certains estiment que ce sommet économique, ce énième sommet économique de Riyad n'est qu'un prétexte et une belle excuse cherchée par le royaume saoudien qui cherche tout simplement à ravir la vedette au Qatar quand on sait que le Qatar était le principal médiateur dans cette crise entre Hamas et Israël. Mais aujourd'hui, le Qatar semble perdre cette médiation. Oui, alors il y a beaucoup de choses. D'abord, pour répondre rapidement à ce que Laurent Faton disait, c'est vrai que les enjeux économiques pèsent lourd. Pour ce qui est des États-Unis, c'est davantage un enjeu stratégique parce que beaucoup de responsables américains ont dit que, par exemple, si Israël n'existait pas, il fallait l'inventer parce que c'est vraiment un allié solide dans une région globalement plutôt hostile. Ensuite, les enjeux économiques, c'est le gros complexe militaro-industriel qui est le premier bénéficiaire de tout ce qui se passe là parce que quand Israël est le premier bénéficiaire de l'aide militaire américaine à hauteur de 3,8 milliards par an, mais c'est sous condition qu'Israël achète des armes américaines. Donc c'est quelque chose qui nourrit le complexe militaro-industriel américain. Ensuite, sur la question économique est également importante du côté des pays arabes et explique la dichotomie entre le bas et le haut, les élites, parce que les élites ont davantage peur en réalité de l'Iran que d'Israël et veulent nouer des partenariats économiques avec Israël, avec les partenaires. Nous avons vu quand l'Iran envoyait des missiles. L'Arabie Saoudite et la Jordanie ont participé à la riposte américaine et française notamment, pas seulement française, du Royaume-Uni également, et bien à la célèbre absolument, aux drones et aux missiles balistiques iraniens. Sur la question du Qatar, c'est quelque chose de très très intéressant parce que pendant longtemps, l'Arabie Saoudite se reposait sur ses pétrodollars, sur son immense, quasiment illimité, pas illimité, mais quasiment réserve de pétrole. Le Qatar, de son côté, qui est un petit émirat gazier, lui a compris que comme il était minuscule, il avait beaucoup d'argent, mais que sa manière... Avec l'argent, il pouvait tout acheter. Non. Justement, l'Arabie Saoudite a cru qu'avec son argent, il pouvait tout acheter et exister, mais le Qatar a compris qu'il fallait convertir cet argent et le monétiser autrement. Le monétiser comment? Avec Al Jazeera, avec le soft power. Al Jazeera qui est qatari, avec AJ+, que tout le monde connaît ici, avec ses vidéos extrêmement dynamiques sur les défense des minorités un peu partout, etc. Dans le
sport, exactement, une géopolitique du sport avec le PSG, et maintenant on héberge des combats, des gros clashs comme le Ngannou et puis le Britannique, là, Tyson Fury, il y a quelques temps. Donc tout ça pour gonfler la visibilité. En tout cas, ça c'était du côté de l'Arabie Saoudite qui justement veut rattraper le Qatar sur cette question-là. Donc on a un réveil aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, et justement cette posture de médiation justement du Qatar rentre dans ce soft power qatari, parce que justement comme on est petit, il faut se projeter sur la scène internationale et miser à fond sur le soft power. Et donc, l'Arabie Saoudite essaie de concurrencer aujourd'hui, comme pour la géopolitique du sport, le Qatar sur cette question de médiation. Ils n'y sont pas encore arrivés parce que le Qatar héberge toujours les dirigeants du Hamas, même si là, peut-être, on se demande s'ils ne vont pas aller en Turquie. Justement, le Qatar qui avait ta permission, le Qatar qui héberge donc ces dirigeants du Hamas, les uns les autres ont des craintes de dire que la médiation du Qatar n'est pas sincère et n'est pas crédible. De toute façon, il y a un double jeu. D'où peut-être l'Arabie Saoudite qui vient en sauveur, c'est-on jamais. Je pense pas. L'Arabie Saoudite n'a pas la crédibilité. L'Arabie Saoudite n'a pas cette crédibilité. C'est juste parce qu'elle héberge les lieux saints en tout cas de l'islam, que en réalité, elle est considérée comme étant, qu'elle a ce rôle quelque part en tout cas au sein de la communauté musulmane. Mais en réalité, les plus offensifs, ce sont les Qataris. Les réels partenaires américains en ce qui concerne la diplomatie, ce sont les Qataris. Je pense qu'il sera difficile quand même à Riyad de prendre cette place aussi, hein. dans la région. Non, je pense pas, on les a pas beaucoup. Les Français ne seront pas d'accord avec vous. On les a pas beaucoup vus. Donc c'est vraiment, on a vu également dans cet échange de prisonniers qu'il y a eu entre l'Iran et puis les États-Unis, c'était encore le Qatar qui était au milieu. Donc ce sera difficile dans le temps court de chipper cette place-là. Le Qatar est en train d'échouer dans cette médiation entre le Hamas et Israël, le rang de leur faton. Ça piétine. Alors, l'autre constat aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que tout le monde craint cette offensive sur Rafah pour sortir de ce sujet israélien. Vous savez, là où nous sommes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les enjeux qui priorisent à l'humanité. Les deux capitales cherchent à prendre le contrôle des négociations pour pouvoir se positionner. C'est que tout ce que nous voyons, personne ne se préoccupe réellement de ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde se préoccupe de qu'est-ce qu'on gagne en retour. Est-ce que ce n'est pas un moyen de se repositionner? Tout le monde veut se repositionner. Dans le Moyen-Orient, chaque État veut se repositionner par rapport à tout ce qui se passe. Et que ce n'est que des enjeux stratégiques qui se jouent là-bas. Tout le reste là, ne regardez pas ce qui se passe en bas. C'est des questions qui se passent au sommet de tous les pays. Et chacun joue sa carte. Si c'est autour d'Israël et de Hamas qu'on va jouer, tant mieux pour que chacun se repositionne autrement. Parce que, en définitive, qu'est-ce que les États veulent? Les États veulent devenir puissants et veulent s'imposer dans leur région. Et dans la sous-région du Moyen-Orient, tous les États, l'Iran n'a qu'un seul objectif, c'est s'imposer. Son affaire de programme nucléaire consort, l'Iran a envie d'être le leader de la région. Comme Qatar a envie d'être le leader, comme chacun veut être leader. Et Israël se dit non, tant que je suis là, vous ne pouvez pas. Et il faut qu'Israël se trouve son allié qui est les États-Unis pour lui permettre de pouvoir me garder le lead. C'est toute une question d'enjeu stratégique qui se pose. Tout le reste là, on aura peut-être nos yeux à voir encore des morts qui vont s'accumuler, mais ce n'est pas pour demain la fin, tant qu'il n'y aura pas une gouvernance mondiale plus apaisée qui fait taire un peu ces querelles de leadership entre les États, mais ça fait partie aussi de la vie. En géostratégie, c'est ce qui nous amène du côté de la Chine. Pékin et Washington doivent être des partenaires, pas des rivaux. Est-ce que c'est possible, Anthony Bleckett, en Chine? Xi Jinping a salué le progrès réalisé entre les deux pays. Bon, c'est de la diplomatie, c'est du langage très feutré, mais en réalité, on sait qu'en coulisses, il y a une rivalité extraordinaire entre les deux pays. Ce qu'il faut, c'est, dans ce contexte-là quand même, c'est de maintenir des canaux de discussion. C'est le plus important en réalité pour éviter un conflit de haute intensité comme ce que tout le monde craint aujourd'hui entre deux puissances nucléaires et puis en tout cas deux géants économiques et commerciaux. Donc, ce qu'il y a, c'est que, et encore une fois, deux éléments pour montrer que il s'agit d'un jargon diplomatique. D'une part, c'est que TikTok est en passe d'être interdit aux États-Unis. Le géant de la technologie, on s'était acharné sur Huawei. Aujourd'hui, c'est TikTok qui représente l'ancien Huawei dans la guerre, la compétition technologique que se livrent les États-Unis et Pékin. Et le deuxième élément, c'est encore l'enveloppe budgétaire qui a été votée pour le soutien dans le Pacifique et notamment à Taïwan,
Taïwan pour les alliés des États-Unis et contre la Chine. Donc ça vous montre que de temps en temps, il faut montrer patte blanche, de temps en temps, il faut montrer qu'on dialogue. Et effectivement, il y a dialogue parce que dans une rationalité absolue, personne n'a intérêt à la guerre. Entre les deux, hein. Il faut maintenir une espèce de téléphone rouge comme il y a eu entre la Russie et la Chine pendant les pires heures de la guerre froide. Et la Russie pendant les pires heures de la guerre froide. Il faut maintenir des canaux comme ça. Donc je pense que ces sortes de déclarations entre Pékin et Washington est vieux là au Maroc, on sait jamais. On sait jamais. Mais il faut maintenir comme ça une ligne continue. Il faut que ça continue de discuter. Et le problème aussi, c'est que il faut davantage que la Chine s'implique dans les grands conflits internationaux. Outre le fait, pas d'interventionnisme, mais outre le fait d'avoir une politique commerciale, de faire du business clairement avec les autres États, Obama reprochait parfois à la Chine d'être un passager clandestin. C'est celui qui bénéficie des manifestations mais qui est resté chez lui à dormir. Vous voyez, c'est le travailleur qui a bénéficié des progrès sociaux mais qui n'a pas fait les manifestations, qui n'est pas allé avec sa pancarte, etc. Donc c'est un peu un ordre international apaisé mais dont la Chine bénéficie sans y participer autant. Donc peut-être sans interventionnisme, en maintenant sa politique de non-ingérence, mais quand même en participant quelque part à désamorcer un certain nombre de conflits. Alors, je l'ai dit dans votre présentation, Monsieur Laurent Delors-Faton, vous êtes un spécialiste en communication politique et certains estiment que Xi Jinping est un fin stratège et il est même un félin communicationnel parce que lors de sa rencontre avec Anthony Blinken, il a déclaré, je cite, « La Terre est assez grande pour les deux pays, à savoir la Chine et les États-Unis. » Alors, est-ce que cette déclaration de Xi Jinping ne serait pas mal vue par ses alliés? Et quand je parle des alliés, je veux parler de la Russie. Vous savez, c'est le bout de phrase qui m'a tellement marqué. La terre est assez grande pour que chacun de nous ait sa part, les deux. Ça veut dire qu'on ne voit plus que notre État, on ne voit plus que notre continent, on ne voit que les deux. C'est que le monde lui appartient et ils peuvent se le partager à leur guise. J'ai dit, waouh, où est-ce que nous sommes? Vous savez, dans le monde, c'est une interpellation. Moi, personnellement, c'est une interpellation. Qu'est-ce que les autres puissances sont? Et nous, continent africain, qu'est-ce que nous sommes dans cette géopolitique internationale? Parce qu'on ne calcule même pas la Russie. Ni la France, ni les États-Unis, ni l'Europe. L'Europe n'est même pas calculée. Oui, l'Europe n'est pas calculée. C'est qu'on ne voit que les deux pôles. C'est que la Chine et les États-Unis et tout le reste n'existe pas. Il a fait fort, je dirais. Il a fait tellement fort. C'est qu'il a voulu maintenant lancer un message au monde entier. Nous ne vous regardons plus. Nous, notre vis-à-vis, ce sont les États-Unis. Ça se joue entre nous désormais. Alors vous, taisez-vous. C'est un peu comme ça, quoi. Taisez-vous, laissez-nous faire. Quand on a fini de faire notre guerre entre nous les deux, que quelqu'un prendra le dessus, on pourra voir le reste. C'est pas quelle est cette manière de communiquer, mais ça fait fort quand même. Non, ça fait très fort parce que ça va interpeller, ça va même faire piquer de colère certains, comme la Russie, qui va piquer de colère, mais ça dit qu'on ne nous voit même pas dans le jeu, malgré tout ce que la Russie fait pour s'imposer, pour rentrer dans le système, pour dire son mot. La Chine devient alors un ennemi de la Russie. Parce que la Chine est en train de montrer à la Russie que même toi aussi, tu ne comptes pas encore dans les enjeux, hein, c'est que les États-Unis qui comptent. Je pense que c'est une interpellation à tout le monde, à toutes les puissances, mais aussi à nous, Africains, pour savoir quelle est notre position que nous jouons dans le monde entier. Est-ce que serons-nous toujours éternellement les observateurs ou bien les derniers de la Terre? Parce que la Chine, on l'a tout dit, hein, il y a moins de demi-siècle, la Chine n'était pas la position elle est. Aujourd'hui, en moins de demi-siècle, la Chine est devenue une puissance qui nague les États-Unis. C'est comme si on a dit, vous ne cherchez pas à nous croiser. Si nous sommes quelque part, trouvez votre espace. Laissez-nous nos espaces et regardez vos espaces. Si nous sommes quelque part là, essayez de vous trouver ailleurs. Et le message de TikTok que vous avez dit tout à l'heure, aussi vous êtes clair. Le monde est assez grand pour que vous puissiez aller imposer votre TikTok ailleurs que sur notre territoire. Laissez-nous notre territoire américain, on s'en occupe. Et maintenant, on va ensemble conquérir le monde entier. Parce que c'est ce que le message de Dieu vous dit. Il dit que le monde entier, chacun préserve ses acquis. Et c'est ce que la Chine dit toujours, laissez-nous Taïwan. Taïwan, c'est notre acquis. Laissez Taïwan, on va faire la guerre ailleurs et non sur nos territoires. Mais les États-Unis, subtilement, disent toujours non. Ce message, on ne l'écoute pas. Parce que c'est le message que la Chine est en train d'envoyer. Laissez chacun n'a qu'à conserver ses acquis et on va maintenant partager ensemble le monde entier. Mais les États-Unis disent non. Nous allons conserver nos acquis. Allez encore vous booster dans vos gènes, dans vos acquis et partager le monde ensemble. Je pense que c'est une belle guerre. Une guerre que moi je trouve opportune et qui doit être aussi l'opportunité pour toutes les autres puissances de saisir. Parce que si les deux s'affrontent, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut rentrer dans leur faille
je pense que les autres pays ont reçu le message et vont quand même s'apprêter en conséquence. En l'occurrence, la Chine, en l'occurrence la Russie qui est quand même derrière les deux et veut quand même... Et le Royaume-Uni aussi, hein. Je ne vois pas trop le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni est devenu un peu plus nonchalant depuis quelques années. Okay. L'agressivité que les deux puissances ont et ils l'ont plus, alors que la Russie veut développer une agressivité. Moi, j'invite nos pays aussi à commencer à être agressifs. Parce que tout à l'heure, quand on parlait du Qatar, le Qatar est tout petit. Vous comprenez? Non, c'est pas là-bas, mais le Qatar est petit, mais le Qatar a quand même s'imposer à un niveau donné. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos États étant petits, on peut quand même s'imposer aussi, faire quelque chose. Alors, Ounda, vous êtes expert en relations internationales, la géopolitique aussi, c'est votre dada. Cette question, elle est pour vous. Alors, pourquoi à chaque rencontre, le président américain insiste toujours sur le fait que les États-Unis devraient adopter une vision positive concernant le développement chinois? Il insiste toujours dessus. Pourquoi? Sur lequel le président chinois dit, président chinois. Oui, effectivement, parce que le développement de la Chine cristallise les espoirs, les craintes de déclin de la part des États-Unis, parce que quand on arrive au sommet, on ne stagne pas en réalité. Ce qui reste à parcourir, eh bien, c'est plutôt la pente descendante. Et aujourd'hui, le miroir du déclin, c'est la Chine. De l'autre côté, c'est la Chine qui offre ce spectacle-là et ces perspectives. Et puis, il faut dire aussi que en réalité, aux États-Unis, dans un contexte extrêmement polarisé depuis la gouvernance Trump, le sujet de la Chine, c'est le seul qui réussit à construire une espèce de consensus bipartisan. Donc, c'est quelque chose qui galvanise, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, c'est que la Chine est une menace. Donc, le président Xi Jinping a bien conscience que cette hostilité-là répond aussi quelque part à une nécessité de faire nation de la part des États-Unis, et dans un contexte encore une fois extrêmement polarisé. Donc, c'est le seul sujet sur lequel ils arrivent à s'entendre, donc ils y tiennent, quoi. Donc, ça fragilise davantage, d'autant plus la Chine, d'où l'idée de penser et il y a l'idée aussi, c'est pas comme si la Chine culturellement est différente, elle clairement, sans rentrer dans la logique de bloc civilisationnel défendu par Huntington, ce qui n'est pas empiriquement exact, mais sans toutefois verser dans cela, vous avez quand même une culture différente, vous avez quand même une civilisation différente, et le fait est que si c'était un autre État européen qui représentait en réalité la menace en termes de déclin pour les États-Unis, ils n'en auraient pas aussi peur, parce que ce sont des gens qui nous ressemblent. On a peur des gens qui ne nous ressemblent pas. Et en réalité, les Chinois ne leur ressemblent pas. Et ils répondent parfois, ils n'ont pas la même façon de penser, ils sont moins prévisibles. Donc, d'où la crainte exacerbée que suscite le développement chinois et l'idée que la Chine puisse dominer le monde un jour. Donc, c'est l'idée, on ne sait pas ce qui va nous arriver parce que on ne sait pas ce que ces gens-là feront, on ne sait pas comment ils pensent et on ne les connaît pas bien. On ne sait pas, c'est pas. Voilà. Alors, il y a tellement de lignes rouges entre Pékin et Washington qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'ils ne sont pas à la fois partenaires et rivaux? Va-t-on? Est-ce qu'ils sont partenaires? Ce qui est sûr, ils sont rivaux. C'est clair, ils sont rivaux. Non. Ils sont rivaux, mais partenaires, c'est difficile qu'ils soient partenaires. Parce qu'ils sont partenaires hypocrites. Ils ne sont jamais des partenaires sincères. Parce que c'est clair, la guerre entre les deux est connue. C'est le contrôle du monde entier qui devient la première puissance sur tous les plans. Économique, militaire et consort. Et sur ce plan-là, les Chinois ne vont pas faire de cadeaux aux Américains. Eux ne leur feront pas de cadeaux. Mais il y a des nécessités de part et d'autre. Il y a des services que les uns et les autres doivent se rendre. Ils savent. Sur ça, ils s'entendent juste pour le minimum. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est question de civilisation. Les Chinois ne leur ressemblent pas. Ils ne leur ressembleront jamais. Et si la Chine s'impose, c'est comme si la culture occidentale s'efface. Parce que c'est sur le plan culturel, il n'y a pas photo. Les deux n'ont rien pratiquement ensemble. En deux, il fait que ce sont des humains. Sur tous les autres plans, ils sont différents. C'est-à-dire qu'on ne voit pas seulement la menace chinoise comme une menace simple. On voit une inversion de civilisation. Alors que les États-Unis sont la cristallisation de la civilisation occidentale, avec toutes les valeurs. Parce que les valeurs individualisme, liberté individuelle, démocratie, et c'est d'où l'affrontement sur la question des régimes, la promotion de la démocratie par les États-Unis, voilà, et la promotion d'un certain modèle autoritaire par la Chine également. Donc ça se joue sur le plan culturel. Ça dépasse la question économique, c'est toute une valeur sociale et civilisationnelle qui est en jeu. C'est-à-dire que si la Chine prend le dessus, il n'y a rien à faire, l'Occident s'écoule. Et vous avez vu que tous les pays occidentaux s'entendent, ce n'est pas seulement les États-Unis.
tous les pays occidentaux s'entendent sur le fait qu'ils veulent barrer la route à la Chine. Oh, pas vraiment. Les Européens, ils font semblant, Non, mais en réalité, ils sont bien partenaires des Chinois. Ils font semblant, oui. En particulier les Allemands. Chez eux, le problème, c'est l'hyper-puissance des Américains à un moment donné qui les étouffe. Mais sur des valeurs, quand on parle des valeurs, ils sont tous d'accord. Que les valeurs chinoises risquent sur la question des valeurs, d'effacer toute leur culture. Et sur ce point-là, les craintes sont fortes. Ça veut dire que quand il y a partenaires, il faut quand même un minimum de compréhension. Mais entre eux, là, ce sont des partenariats juste de forme et d'hypocrisie. Alors, c'est au pas de course que nous allons rapidement aborder Haïti, où les 9 membres du Conseil présidentiel de transition ont prêté serment. Alors, je pose très rapidement la question, parce que au niveau de la technique, ça fait déjà des gestes. Alors, est-ce qu'il sera facile pour ce nouveau Conseil de former un gouvernement d'union, quand on sait quand même que le pays sort petit à petit d'un chaos? Oui, bon, écoutez, Tatiana, moi, je pense qu'on prend les mêmes et on recommence, quoi. C'est rebelote, parce que ce sont les mêmes acteurs qui étaient derrière Ariel Henry, qui étaient derrière Jovenel Moïse. Ce sont les mêmes encore qui ont présidé à la formation de ce conseil présidentiel de transition. Les mêmes États, la France, les États-Unis, le Canada. C'est pas vraiment la trinité qui a permis à Haïti d'émerger, et plutôt même le contraire. Je veux quand même ici rappeler qu'il y a un certain nombre, une centaine d'ONG à Genève qui ont demandé à ce que la France rembourse à Haïti les milliards de dollars, on va dire en dollars parce que c'est la convention internationale, mais des milliards de dollars d'indemnités qu'Haïti a payé et continue de payer, je pense, à la France en tout cas pour son indépendance. Donc je pense qu'il y a des choses à démêler qui sont plus profondes que cet ordre de surface que l'on met avec ce conseil présidentiel de transition. Et puis il faut préciser que de toute façon ça répond à ça rejoint le nation building qu'ont essayé les États-Unis en Irak, en Afghanistan, partout où il y a le chaos, on vient comme ça, on installe une élite, on soutient une élite de façon à 100%, on installe une constitution, mais finalement ce sont des institutions de façade qui ne répondent en réalité à aucun ordre du bas. Donc en réalité l'ordre viendra du bas. L'ordre ne viendra pas du haut, il viendra du bas. Et pour l'instant, c'est pas ce qui se dessine en Haïti, avec comme ça l'imposition clairement exogène d'un ordre pour moi extrêmement fragile. Alors dernière question, quel sera l'enjeu de ce conseil présidentiel de transition? L'enjeu, on va seulement dire... L'enjeu immédiat. Hein? On va seulement dire qu'il faut stabiliser le pays, qu'il faut faire les élections, qu'il faut avoir un régime... Oui, je rappelle qu'il y a un contingent de policiers béninois quand même là-bas, du côté d'Haïti. On va faire des refrains. Le problème d'Haïti est trop complexe. Et je pense que c'est aux Haïtiens de trouver la formule. Moi, mon plus grand souhait est que les Haïtiens arrivent à trouver en leur sein une formule qui les sauve. Parce qu'ils font trop pitié sur la terre. C'est comme si c'est toute l'Afrique qui s'est concentrée là-bas avec tous nos maux, et c'est eux qui vivent tous nos maux. Ce sont des Africains quand même. C'est un condensé de tous nos malheurs qui sont là-bas sur eux et ils vivent ça au quotidien. Vous voulez dire que nous en Afrique on vit encore meilleur, c'est ça? Non, mais quand vous voyez la situation en Haïti, ils sont plus malheureux que nous apparemment. C'est pas le séisme, c'est pas la nature qui s'acharne contre eux, c'est eux-mêmes qui s'acharnent contre eux. En fait, tout fait pour que Haïti soit, malheureux. Mon rêve, c'est que c'est même un souhait que les Haïtiens trouvent en eux-mêmes de jeunes leaders qui portent un nouvel espoir et qui aident le pays à sortir de l'ornière et qui donnent un nouvel espoir. Parce que ça inquiète et on ne voit aucun horizon s'éclaircir par rapport à ce pays. Ceux qui sont là, Daladi a dit, ils feront les mêmes choses, on prend les mêmes, on rebelote et ça commence, et c'est la même puissance, parce qu'il faut toujours des territoires sur lesquels ils interviennent. Parce que c'est aussi ça l'enjeu des puissances. S'il n'y a pas de territoire en crise sur lesquels ils interviennent, ils ne vont pas valider leur politique extérieure. Et Haïti est comme une terre d'expérience, une cobaye sur laquelle on va faire toutes les expérimentations pour voir si ça marche pas, où on investit les fonds qui doivent financer la guerre ou bien la stabilité dans les pays. C'est dommage. Mon souhait est que ce pays, qui est un pays frère, qui est un pays africain, qui est de l'autre côté, se retrouve un jour sa stabilité.
Voilà, chers amis internautes, fin stop à tout le monde descend. C'est la fin de notre émission de ce lundi, Le Monde en 52 minutes. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Vous avez écouté Oulda et Laurent Delors-Faton qui se sont expliqués. Nous sommes allés en Bulgarie. Nous avons fait une escale du côté de l'Arabie Saoudite où Gaza est au cœur des discussions au sommet économique de Riyad. Vous avez écouté Oulda qui a estimé que l'Arabie Saoudite essaie de rattraper un peu le Qatar pour avoir laissé du terrain. Le Qatar a su s'accrocher. Donc maintenant, l'Arabie Saoudite part de sommet en sommet pour pouvoir rattraper le Qatar, espérant qu'ils y parviendront. La Chine était également au cœur des discussions de cet après-midi. Pékin et Washington devraient être des partenaires. Vous avez écouté Laurent Delors-Faton qui a détaillé la phrase du président Xi Jinping qui estime que la Terre est assez grande pour ces deux nations, et Laurent Delors-Faton demande aux autres pays de prendre cette analyse-là, cette déclaration du président chinois en considération. Et nous avons clôturé par Haïti. Pour tous ces sujets cet après-midi, j'ai reçu pour vous Oulda Mama. Elle est experte en relations internationales et consultante en géopolitique. Merci Oulda. Merci Tatiana. Et Laurent Delors-Faton, spécialiste en communication politique. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. On se retrouve le lundi prochain quand il sera 16h. C'est sur ESAE Télévision, la meilleure des nouvelles.